Ces côtes pelées, il est certain qu'elles furent jadis couvertes de forêts. La forêt a disparu, le sol a suivi les arbres. La pluie des orages a fait dévaler l'humus, le vent a emporté la terre desséchée. Un jour, sans doute, une nouvelle forêt pourra renaître, créée cette fois à force de patience et d'effort. Lentement, méthodiquement, des hommes s'acharnent à réparer ce qu'ont détruit ou laissé périr d'autres hommes par prodigalité ou insouciance. Ainsi, cette modeste équipe, sur une côte du Moyen Atlas, essaie de rechercher dans chaque creux de roche l'emplacement d'un arbre d'antan. Ces espèces de rameaux rabougris, un jour peut-être, deviendront une futaie majestueuse. Et déjà, le long de pentes hier désolées, s'allongent les lignes des arbres futurs. Sans doute il faudra des années pour réaliser cette entreprise gigantesque, recouvrir d'arbres les immenses espaces qui ne forment plus que des coins de désert, alors qu'ils furent jadis un morceau de la parure africaine. Mais tenez, nul ne peut vous parler de la forêt marocaine mieux que cet homme, Messaoud. Messaoud, depuis 15 ans, tu plantes des arbres. Pourquoi? Pourquoi? Il a été, il y a 30 années, l'un de ces petits bergers qu'on voit conduisant ses chèvres. Les petits bergers sont tous les mêmes, rêveurs, insouciants, joueurs. Les chèvres aussi sont toutes les mêmes. Elles ont un appétit féroce. Elles ne font pas de différence entre l'herbe et la feuille. Tout est bon, même les jeunes pousses d'arbres, même l'écorce tendre, tout se mange. Mais l'arbre dépérit et l'arbuste souvent ne résiste pas. Pourquoi d'ailleurs les petits bergers berbères s'occuperaient-ils de ce que mange leur chair? La forêt a tant de distractions. Un ramier qui s'envole, tout bleu. Un renard effrayé qui fuit vers les chênes verts. Des singes qui jouent sur les branches. Et puis, il y a les passants transhumants qui changent de pâturage, emportant avec eux leur famille, leur fortune et leur maison. Qui sont-ils? Les pasteurs de la forêt. Pourquoi s'en vont-ils? Leurs packages sont épuisés. Mais qui s'occupe, parmi les petits bergers, de savoir pourquoi les packages sont épuisés? Il y a aussi l'heure où l'on retourne au campement. Tous les petits bergers de l'Atlas ont leur famille qui vit ainsi. Établie sous leur tente tissée de poils de chèvre, à proximité d'une source, elles restent là pendant le long été, au centre de leur terrain de pâture. Un grand air de pastoral couvre ces campements où le voyageur croit retrouver un instant l'éternité biblique. Richesse primitive, les troupeaux. Travaux primitifs, cardés, filés, tissés, au milieu du bêlement des jeunes agneaux gardés à l'ombre des tentes. C'est la vie familiale des pasteurs berbères. Les femmes filent la laine et traient les brebis. Les hommes vont à leurs affaires d'hommes. Les petits bergers conduisent les bêtes au package. C'est la vie. Un jour, le pâturage épuisé, on abandonnera le campement. Il ne restera qu'une place pelée, marquée par le cercle épineux des éribas, où un gamin joue à écraser les foyers morts. Mais pourquoi le gamin se poserait-il des questions? Pourquoi serait-il que supprimer la forêt n'enrichit les packages que pour peu de temps? Innocemment cruel, il est pareil à ces aînés qui n'ont fait en déboisant la clairière qu'une terre blessée dont l'herbe décroît chaque année.
Mais autour, la forêt reste si vaste. Ces cèdres qui plantent dans le ciel à 35 mètres et plus parfois leur cime orgueilleuse, comment pourraient-ils disparaître tous? Ce n'est pas, peut-il penser, l'incendie volontaire de quelques hectares agencés pour agrandir les packages. Ce n'est pas le foyer allumé par un isolé sans précaution qui supprimeront la forêt. Pourtant, Messaoud rencontre souvent, blanchis par la pluie et le soleil, d'immenses cadavres restés debout. Le foyer passager d'un errant, la foudre ou l'incendie laissent derrière eux de ces tragiques cimetières où la couleuvre et le chacal sont désormais seuls à vivre. Ici, toute une fraction de la forêt est morte. Arbres couchés ou restés droits, mais sans vie, au-dessus d'un sol que les feuillages ne protègent plus et que leur absence condamne à disparaître. Car maintenant, l'orage est mortel pour ce sol sans protection. Ces nuages noirs qui crèvent en trombe d'eau, que laisseront-ils après leur purge? La violence de la pluie va creuser, raviner l'humus qu'elle attaque de plein fouet maintenant. Le ruissellement va emporter vers la vallée la terre arable désagrégée. L'érosion va accomplir sa tâche destructive. Un jour, la roche apparaîtra, la roche nue. Un jour, la même eau qui voici des millénaires a raviné la terre si profond comme en témoignent ces étranges tables de pierre, ravinera la côte maintenant sans protection. Que pourra conserver ce chêne, presque unique au centre de l'espace déboisé, qui abrite de son feuillage une toison d'herbe haute? Là où son ombre n'atteint pas, quelques mousses autour des pierrailles forment toute la végétation. Est-ce que le petit berger peut savoir tout cela? Pendant des années, il regardera la forêt sans la voir. Il ne verra que le jeu des saisons, leur ombre et leur lumière. Il regardera chaque année passer l'automne, quand les hommes des villages se rassemblent pour rabattre sur les fusils les sangliers dont les bandes vont la nuit retourner les cultures. L'automne, avec ses fumées et ses bruits de hache. Quand les bûcherons rythment leurs coups. Quand, dans le grand silence qui s'établit soudain, retentit la terrible plainte de l'arbre.
bruit des haches, l'écho de la terre, la chanson des scies, le cri des hommes qui s'encouragent quand vers le chemin de terre, ils roulent les énormes troncs lourds de plusieurs tonnes. Peuple de la forêt, peuple du travail du bois, il a connu ces équipes nomades qui transportent de clairière en clairière leurs scies et leurs tréteaux. Il a vu s'établir aux abords de la forêt ces vastes hangars où des machineries électriques débitent les troncs à un rythme rapide. Il a connu chaque automne le sifflet des scieries voyageuses qui s'établissent dans les clairières comme attirées par l'odeur puissante des coupes, alignant leurs trains de bois autour de leur machine à vapeur comme autour d'une locomotive immobile. Et au cours des automnes disparus, combien d'arbres sont ainsi partis, débités en planches de toute taille? Combien d'arbres ou combien de forêts? Pendant des suites d'automne, il a connu cette vie. Abatteurs et débiteurs de troncs, fagotiers et fagotières, convoyeurs de bois coupés, tout ce petit peuple bigarré d'ombre et de soleil au hasard des ramures, tout ce petit peuple courageux et fort à l'image des grands arbres qu'il côtoie tous les jours. Combien en a-t-il vu passer de ces pauvres gens établis par tribus, les charbonniers, dont l'industrie remonte ici aux plus anciens âges? Car depuis 1000 ans dans ce pays existent d'importantes agglomérations humaines, consommatrices de grosses quantités de charbon de bois. Combien, au cours de ces automnes, en a-t-il vu s'élever et disparaître pour renaître ailleurs de ces villages nomades de branchages et de feuilles, naissant et mourant au rythme des coupes? L'automne amenait l'hiver. Pendant des années, il a vu dans une sorte d'éblouissement arriver la neige. Quand la forêt devient silencieuse et presque inhabitée, quand les sentiers ne sont plus parcourus que par les piégeurs. Mais si l'hiver blanc revenait chaque année comme une magie, que dire de l'enchantement des printemps? Quand la neige s'égoutte des branches, que 1000 sources éphémères se découvrent et que la forêt n'est plus qu'un immense ruissellement. Combien de fois a-t-il vu, sous le premier soleil de printemps, changer la couleur des clairières? Quand chaque buisson devient un feu d'artifice, chaque prairie un chatoiement, chaque roncier un bouquet. Ces printemps de la forêt, ces fleurs rustiques poussées à l'ombre des cèdres, ces prairies bleues de pervenche, ces fourrés blancs d'aubépine, ces carreaux jaunes de moutarde, ces gerbes de chèvrefeuille et ces parterres de coquelicots, a-t-il jamais pu les oublier? Et les étés, quand dans la forêt renouvelée s'élancent les chercheurs de lichen, grimpeurs infatigables qui font choir vers les ramasseuses la mousse des branches. Pauvre métier d'équilibristes ignorants qui montent chercher jusqu'à 30 mètres de hauteur leur butin misérable.
Combien d'étés a-t-il connu, avec leur poids de chaleur et de feu? Et combien de fois aussi a-t-il vu la flamme d'un foyer mal éteint, gagner d'arbre en arbre par les tapis secs d'aiguilles de cèdre, et tout d'un coup embraser la forêt? L'incendie, le drame de la forêt. Les pauvres gens luttant avec leurs moyens dérisoires, les familles qui fuient, les troupeaux qui s'égaillent, les peuples des villages accourant au secours. Et devant les broussailles fumantes, le misérable effort des hommes, la dissipation des ressources banales, et dans les flots de fumée, le spectre des lendemains misérables. C'est là qu'un jour, devant les fumées d'incendie, le petit berger a compris le sens de la forêt. Que la forêt détruite disparaissait aussi la vie des peuples qu'elle abrite, et que la chèvre qui broute les feuilles, la main négligente qui allume un feu contre un tronc, apporte avec elle la mort d'un arbre. Et, ouvrant la porte à l'érosion, à l'eau qui ravine, au soleil qui dessèche, elles détruisent le pain des hommes. Et c'est ainsi que Messaoud a voulu planter un arbre, 100 arbres, 1000 arbres, sauvegarder la forêt, la refaire. Il sait maintenant que la forêt garde à son ombre le pain des hommes, qu'à son ombre la terre fleurit, qu'elle, absente, le désert s'installe, que la moisson de l'année tient son abondance de la force des arbres, que c'est la forêt d'hier qui lui assurait son pain, et que la forêt qu'il plante, la forêt qui grandit, la forêt qui prospère, c'est le gage des moissons futures.